Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Nous sommes toujours Anna et Fanny. Et aujourd'hui, on vous propose de renouer avec notre format table ronde que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de table ronde sur All That Jazz. Donc, on vous propose une table ronde autour d'un acteur mythique de la comédie musicale qui est Fred Astaire. Et alors, pourquoi est-ce qu'on vous propose cette table ronde ? Eh bien, pour une raison très très importante, qui est la sortie du livre Fred Astaire, le dandy dansant, coécrit par Fanny, ici présente, avec Jules Sandeau, ici présent également, et publié aux éditions Sorbonne Université Presse. Et pour fêter ça, on vous invite tous et toutes à la soirée de lancement, de sortie du livre. C'est donc le mercredi 13 décembre. Ça se passe à la Maison de la Recherche de la Sorbonne à Paris, dans le 6e arrondissement. Et donc, le 13 décembre à 18h, avec Jules, on va vous faire une petite conférence assortie d'extraits pour retracer un petit peu la carrière de Fred Astaire. Donc voilà, venez nombreux à cet événement de lancement du livre le 13 décembre à 18h à Paris. D'autant plus que ce mois-ci, il n'y aura pas de All That Jazz Cinema Club, donc ça sera un peu l'événement qui remplacera le ciné-club habituel. Et donc, pour cette table ronde, comme son nom l'indique, nous recevons des gens, et nous recevons donc d'abord Jules Sandeau. Bonjour. Alors Jules, je te présente du coup. Donc tu es docteur en études cinématographiques et tu enseignes à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Et outre ce livre sur Fred Astaire que nous avons donc coécrit, tu as notamment publié le livre The Unsinkable Kate, Katharine Hepburn et son public, publié en 2022. Ainsi qu'une traduction du livre White de Richard Dyer, traduction qui est parue en France sous le titre de Blanc aux éditions Mimesis en 2023. Et nous recevons également Timothée Gérardin. Salut Timothée. Salut, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Tu es parmi plusieurs activités critiques de cinéma, auteur de 3 livres sur le cinéma aux éditions Playlist Society, dont un sur le cinéaste Christopher Nolan, un autre sur les miracles au cinéma, et le dernier, celui qui nous intéresse, Fred Astaire, la haute société du spectacle. Alors, étant la seule personne parmi les 4 qui n'a pas écrit de livre sur Fred Astaire, je vais être la personne qui va mener la discussion et qui va vous poser des questions autour de cette grande figure. Donc, on va passer un peu en revue sa carrière. Donc, Fred Astaire, né Frédéric Austerlitz en 1889 et mort en 1987, qui, entre 1933 et 1981, est apparu dans 33 films de fiction, dont 31 comédies musicales. Mais, donc, on va repartir du début et indiquer qu'il a commencé sa carrière par la scène, par le théâtre. Qui peut me parler des débuts de Fred Astaire ? Eh bien, moi, je peux vous en parler. Donc, c'est vrai que Fred Astaire, aujourd'hui, on s'en souvient comme une très grande star de cinéma, mais comme beaucoup de stars de la comédie musicale, il a aussi commencé sa carrière sur scène et il a commencé à danser très très tôt, en fait, là encore, comme beaucoup de ses contemporains qui feront une carrière de la comédie musicale, puisqu'il a commencé à danser dès l'âge de 4 ans. En fait, sa sœur Adèle, donc son aînée de 3 ans, prenait des cours de danse et leur mère a finalement décidé de l'inscrire lui aussi dans le même cours, dans l'objectif de fortifier le physique fragile du jeune garçon. Et le premier professeur des 2 jeunes Astaire voit très rapidement dans les enfants un potentiel professionnel. Il va convaincre leurs parents de déménager à New York pour qu'ils continuent à se former en parallèle de leur scolarité et donc à commencer à se produire de façon professionnelle. Ils vont faire leur début sur les planches en 1905, donc Fred a tout juste 6 ans et Adèle 9 ans, et ces débuts sont encourageants et vont progressivement devenir un child act reconnu dans le circuit vaudeville. Donc tout se passe bien pour eux jusqu'à l'adolescence, voilà, on va dire passage ingrat, passage à vide. Mais très rapidement, ils vont faire un comeback en 1913, notamment grâce à un numéro plus adulte et qui va vraiment promouvoir les danses à la mode de l'époque. Et ainsi repartis, les Astaire, comme on les appelle alors, vont être au firmament du circuit vaudeville en 1917. Leur ascension vers la gloire va vraiment rappeler le type d'histoire en fait qu'on a dans les comédies musicales, par exemple ce qu'on raconte dans Formé and Magal ou même Chantons sous la pluie, où on a cette ascension progressive des différentes échelles du vaudeville.
Et donc, arrivés au firmament du vaudeville, ils vont passer en quelque sorte à Broadway et connaître ensuite du succès sur les scènes plus légitimes de Broadway à partir de la toute fin des années 10 et début des années 20. À Broadway, ils vont apparaître dans les spectacles qui sont à la mode à l'époque, c'est-à-dire des revues composites où on va avoir des petits numéros isolés et eux, donc, ils vont faire des numéros de danse. Ils vont être engagés par les producteurs stars de l'époque, qu'on pense aux frères Schubert, au producteur Charles Dullegam et même par Florence Ziegfeld. Autant de noms finalement dont on va aussi beaucoup parler dans les films de comédie musicale qu'on connaît bien. C'est aussi à cette période, donc fin des années 10 et surtout début des années 20, qu'ils vont commencer à devenir des stars internationales et notamment des stars qui vont avoir beaucoup de succès en Angleterre. Dès 1922 et tout au long des années 20, ils vont faire sensation auprès du public anglais. Et ça va beaucoup contribuer à forger, pour Adele comme pour Fred, mais bon, on va dire pour Fred plus encore parce qu'il va continuer ensuite sa carrière, forger cette image d'interprète cosmopolite, distingué aussi, et voilà, très à la mode dans les cercles les plus hauts de la société, parce que voilà, avec cette image d'aristocrate qu'il entretient dès l'époque, Fred Astaire et Adele vont commencer à fréquenter même la famille royale d'Angleterre, donc voilà, ça commence un petit peu à forger leur persona. C'est aussi à cette période, dans les années 20, qu'en Amérique, cette fois, les Astaire vont rencontrer George Gershwin. En fait, ils se sont déjà croisés dans les années 10, mais c'est dans les années 20 qu'ils vont commencer à collaborer ensemble. George Gershwin va devenir un collaborateur proche de Fred Astaire et aussi un ami très cher. Et c'est pour les Astaire que le compositeur va écrire les comédies musicales Lady Be Good de 1924 et Funny Face de 1927. Lorsque Adele va finalement décider de se marier en 1932 et donc quitter sa carrière sur scène, c'est un premier tournant pour Fred, puisqu'il doit se réinventer. Gay Divorce va être la première comédie musicale qu'il va faire sur scène sans sa sœur, et une comédie musicale qui va lui permettre notamment de commencer à être un premier rôle romantique, puisque évidemment, il n'était pas premier rôle romantique dans les comédies musicales où il partageait l'affiche avec sa sœur. Alors, juste une question subsidiaire, on n'a pas d'image d'Adele dansant? Non, d'Adele, non, en fait, j'allais dire, il me semble qu'il existe quelque chose de Gay Divorce, mais justement, du coup, sans Adele, non, on n'a pas grand-chose. En fait, c'est pas évident de savoir même à quoi ressemblait leur danse. Ce qui est assez clair, c'est qu'il a beaucoup été écrit qu'ils étaient très influencés par les Castle, le couple de danseurs à la mode dans les années 10, dont Fred Astaire et Ginger Rogers les incarneront dans un biopic en 1938. Mais au-delà de ça, c'est un petit peu compliqué même de savoir quelle était la tonalité de leur numéro. J'ai cru comprendre que c'était des numéros plutôt comiques, enfin sans doute plus comiques que ce qu'on pense et plus que ces duos avec Ginger Rogers par exemple par la suite. Mais personnellement, je trouvais que c'était un peu compliqué de se faire vraiment une idée, même en lisant les critiques. Voilà, c'est pas forcément clair. J'avais entendu qu'ils avaient un numéro où ils tournaient autour de la scène et qu'on le voit dans A Damsel in Distress. À un moment dans la fête foraine, là, il y a un numéro où en fait, ils sont sur un espèce de, comment on appelle ça, le lieu où les chevaux tournent en rond, là. Un manège? Ouais, comme un manège, exactement. Et en fait, ils sont à deux ou à plus que ça, et ils font tout le tour ils tournent en rond, en fait. Et j'avais lu que c'était un peu leur numéro signature en fin de spectacle à l'époque de Broadway, quoi. Ouais, il y a pas mal de trucs un peu ponctuels qu'il a repris apparemment, notamment ce truc dont tu parles, qui s'appelait le run around, littéralement. D'ailleurs, au début, ça s'appelait le Oompa Trot, je crois, et après le run around. Et ça, c'est vrai qu'il y a quelques trucs sur lesquels ils étaient très connus et que le public réclamait. Du coup, ils ont aussi mis ça dans les films parce que c'était célèbre et attendu du public au théâtre. Mais il y a pas mal, on va dire, d'importations comme ça de Broadway, mais ponctuelles, je pense, de mouvements ou de chorés. Mais... C'était déjà des claquettes, tu crois? Ils faisaient déjà des claquettes comme ensuite je pense que c'était de la danse de salon mêlée de claquettes, comme à l'écran. Oui, Fred faisait des claquettes, mais pas Adele. Ah, d'accord. Ouais. Et sur le style de danse de Fred Astaire lui-même qui va développer ensuite dans les années suivantes, qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais qu'il y a l'influence de la danse, des danses afro-américaines notamment. Moi, j'avais lu en effet que c'était à l'époque des tournées plutôt vaudeville que Fred Astaire était influencé par divers styles de danse, dont les styles afro-américains, et que c'était plutôt à cette époque-là qu'il avait appris les claquettes. Et on parle souvent de l'influence de John Bubbles. C'est un danseur auquel il rend hommage dans le numéro qui s'appelle Bojangles. C'est dans Swing Time. Dans Swing Time, exactement.
C'est apparemment des danses où c'est très énergique, c'est claquettes et aussi utilisation de tout le corps pour marquer le rythme, quoi. Et c'est vraiment ce qu'il fait dans ce numéro-là. Sur le style de danse globalement d'Aster, ce qui est assez souvent dit, c'est qu'il est influencé par les 3 disciplines qu'il a apprises, les claquettes, le ballet et la danse de salon, et qui fait une fusion de tout ça. C'est en général ce qui est rappelé pour caractériser son style. Après, il faut nuancer aussi parce que apparemment, c'était aussi quand même le fait de la plupart des danseurs de l'époque de fusionner l'ensemble de ces styles. Passons à sa carrière au cinéma. Comment se fait son arrivée au cinéma et en particulier au studio RKO? Oui, donc effectivement, en 33, Fred Astaire est arrivé un peu au bout d'un cycle parce que il danse donc sans sa sœur qui a arrêté la danse et il a une envie effectivement de commencer au cinéma. Et en parallèle de ça, c'est le cinéma parlant qui arrive. Il y a la situation de RKO, donc le studio de cinéma qui est au bord de la faillite, et ils utilisent la comédie musicale pour se remettre à flot. C'est Lou Brock, qui est un des producteurs de la RKO, qui propose de vraiment miser sur la comédie musicale, parce que à l'époque, il y a la Warner qui fait un carton avec les films chorégraphiés par Busby Berkeley, comme 42e rue, par exemple. Et leur objectif initial, c'est de faire des films un peu dans la même forme, quoi, dans le même esprit. Et donc ils vont embaucher Fred Astaire et Ginger Rogers dans un film qui s'appelle Flying Down to Rio, Carioca en français. Mais ils ont des rôles secondaires où ils représentent vraiment la partie musicale et moins l'intrigue principale romantique, quoi. Donc ils sont un peu testés sur ce premier film et ensuite finalement le casting après qui viendra un peu le casting où il y a Fred et Ginger Rogers, c'est pour l'autre film qui est The Gay Divorcé, la fameuse pièce qu'il avait jouée à Broadway et qui là devient un film. Mais à la base, ils assemblent une équipe. L'objectif reste de concurrencer les productions de la Warner. Et donc ils prennent Dave Gould, qui est très réputé comme chorégraphe, et Mark Sandrich, qui est plutôt connu pour son savoir-faire technique. Et ils les mettent tous ensemble pour faire La Joueuse Divorcée. Où là, cette fois-ci, ils sont tous les deux en tête d'affiche. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est leur duo à eux deux qui va vraiment dévorer l'écran. Et ils vont imposer leur style. Et finalement, ce qui va être fait avec ce film-là, puis avec Top Hat et tous les suivants, c'est finalement très différent de ce que RKO voulait faire, c'est-à-dire copier la Warner. Ils ont vraiment inventé leur propre style. Oui, ce qui est assez rigolo par rapport au partenariat avec Ginger, c'est que donc dès le début, le public a apprécié ce couple, et donc les producteurs ont voulu les remettre ensemble dans un nouveau film. Mais au tout début, Fred était vraiment opposé à cette idée parce qu'il venait tout juste de s'émanciper finalement du partenariat avec sa sœur et il voulait pas tout de suite être recasé avec une autre femme. Donc on a des traces de télégrammes furieux où il dit ah ben non, c'est quoi cette histoire de nouveau couple, je vais pas être accolé à Ginger Rogers. Bon, finalement le public, le choix du public a eu raison des réticences de Fred et le reste est history. C'est un peu le running gag de sa carrière, quoi. Le fait de vouloir avoir une carrière solo. Et puis, en fait, à chaque fois, on essaie de le mettre avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'il a jamais vraiment réussi à faire sa carrière solo, alors qu'en fait, il l'a faite, mais il avait toujours cette envie de s'affranchir, quoi. Alors, pour explorer cette collaboration évidemment iconique entre Fred et Ginger, au lieu de faire un passage en revue un peu chronologique de chacun des films, je me suis dit que j'allais demander à chacun d'entre vous de choisir et de parler un peu de son numéro préféré de cette période. Et donc on va commencer par Jules. Tu as choisi I'll Be Hard to Handle dans le film de 1935 Roberta. Il s'agit du 3e film du duo Astaire-Rogers, avec également Irene Dunne à l'affiche. C'est une adaptation du show de Broadway créé en 1933 avec des musiques de Jerome Kern. Donc dis-nous ce qui te plaît tant dans ce numéro. J'ai choisi le duo Hard to Handle pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'aujourd'hui, quand on pense au duo d'Astaire et Rogers, on pense d'abord à leur duo romantique sérieux, notamment Chick to Chick, qui est sans doute leur numéro le plus célèbre. Or, les duos romantiques comme Chick to Chick ou Night and Day sont caractérisés par un rapport homme-femme très inégal, avec notamment un grand nombre de figures où Ginger Rogers est dépendante d'Astaire, comme des portées ou des cambrées soutenues. Mais en réalité, ce genre de duo est loin d'être la règle dans les films de Fred Astaire et Ginger Rogers. Au contraire, la majorité de leurs duos sont plutôt égalitaires, et Hard to Handle me semble un bon exemple de ça. Déjà, ils portent une tenue similaire, une chemise blanche et un pantalon noir, alors que leur duo romantique sérieux insiste beaucoup plus sur la différence de genre, avec Astaire qui porte généralement un costume noir et Rogers une robe blanche et des talons hauts.
Et ensuite, les figures qu'ils accomplissent dans Art Wendell sont généralement symétriques et Rogers n'apparaît pas du tout comme dépendante d'Aster. Tout au long du numéro, il réalise les mêmes enchaînements de claquettes, côte à côte ou en miroir, parfois en se touchant et parfois sans se toucher. Bref, ce duo, il valorise une relation homme-femme égalitaire, où Aster et Rogers prennent visiblement un grand plaisir à danser, et surtout à trouver chacun en l'autre un partenaire qui est à la fois un semblable et un égal. Et ça va même un peu plus loin ici, puisque Ginger Rogers tend à dominer Fred Astaire par moments. Déjà, le numéro est introduit par une chanson interprétée uniquement par Rogers, ce qui est rare dans leur film. Astaire se contente de la regarder chanter. Il est placé en contrebas, il la regarde avec admiration en rigolant, parce que c'est une chanson comique, où Ginger Rogers prend notamment un accent russe. Et les paroles de la chanson sont importantes parce que Rogers chante ici qu'elle sera donc hard to handle, c'est-à-dire difficile à gérer. Et effectivement, à un moment de leur danse, quand ils se livrent à une petite pantomime, Rogers se montre particulièrement ingérable et même violente, puisqu'elle frappe Aster au visage et lui écrase le pied. Mais Aster ne lui rend pas l'appareil, elle lui en veut visiblement pas du tout, puisqu'il se remet à danser avec elle en souriant. Donc dans ce duo, Aster donne l'impression d'aimer Rogers, tout particulièrement quand elle se montre ingérable, indocile, insoumise. Et ce genre de représentation est assez rare au cinéma, le fait de montrer un homme heureux d'être malmené par une femme. Personnellement, ça me fait penser à la comédie L'Impossible Monsieur Bébé, qui sortira 3 ans plus tard, dans laquelle Cary Grant est humilié et masculé par Katharine Hepburn pendant 1h30, mais finit quand même par lui déclarer qu'il a passé avec elle la plus belle journée de sa vie et qu'il aimerait l'épouser. Bref, je trouve ce duo assez exceptionnel dans sa représentation des rapports hommes-femmes. Et une deuxième raison aussi pour laquelle j'aime particulièrement ce duo, c'est la performance en elle-même. Déjà, la danse est filmée en un seul plan, sans coupe, alors qu'elle dure presque 3 minutes. Et c'est un des derniers même numéros d'Aster où le son des claquettes est enregistré en même temps que l'image et pas post-synchronisé, donc enregistré a posteriori. Tout ça fait que quand on regarde ce numéro, on a vraiment l'impression de regarder l'enregistrement d'une performance live. En plus, même si le duo a bien sûr été répété avant d'être interprété devant la caméra, Aster et Rogers arrivent à donner une impression de spontanéité à leur danse. On les entend même rire à plusieurs moments, comme s'ils se surprenaient l'un l'autre, en accomplissant chacun des mouvements imprévus auxquels l'autre ne s'attendait pas. Bref, je trouve qu'il se dégage de ce duo une impression d'authenticité, de spontanéité. C'est quelque chose d'assez fréquent dans leur duo ludique, qui s'oppose sur ce point à leur duo romantique plus sérieux. Mais je trouve que ce mélange de complicité, de spontanéité, a jamais été aussi fort que dans ce numéro de Robertin. Il y a un truc assez charmant à la fin du numéro, c'est que tout le monde les applaudit dans le resto. Oui. Et ils sursautent quasiment comme si ils s'attendaient pas. Enfin, en gros, comme tu dis, en fait, ils rigolent en même temps qu'ils dansent. Ils ont l'air d'être eux-mêmes émerveillés en fait de ce qu'ils font en dansant, quoi. C'est pas mal. Je pense que ça donne envie à nos auditeurs et auditrices d'aller voir ça. Donc, on vous mettra des liens, bien sûr, sur notre site pour vous retrouver ces super numéros. Fanny, toi, tu avais choisi Pick Yourself Up, qui est un numéro extrait du film Swing Time, sur les ailes de la danse en français, réalisé en 1936 par George Stevens. Oui, j'avais choisi Pick Yourself Up en réalité un peu pour les mêmes raisons que Jules. Hein, c'est pas un hasard si on a écrit un livre ensemble. Donc Pick Yourself Up, c'est le premier numéro de Ginger et de Fred dans le film. Pour resituer dans l'intrigue, elle est prof de danse et lui, il se fait passer pour un client, pour quelqu'un qui veut apprendre à danser. Mais elle comprend que c'est pour la séduire, donc elle l'envoie paître. À ce moment-là, le patron du studio de danse veut la renvoyer. Et Fredo donc propose donc une démonstration pour montrer que non, c'est une très bonne enseignante en danse, il faut la garder. Alors déjà, le prémisse est rigolo parce que ça joue sur la persona de Fred Astaire. Hein. C'est rigolo de le voir jouer un mec qui essaye d'apprendre à danser. Et aussi, c'est une allusion à son style, de ce dont on parlait tout à l'heure. Hein. Lorsque on lui demande quel style de danse il veut apprendre, ballet, claquette ou danse de salon, il répond un petit peu de chaque. Hein, donc, ce qui est effectivement le style qu'il a caractérisé à l'écran. Ce numéro, je l'aime bien parce qu'il est assez exemplaire de la façon dont, dans les films de Fred Astaire et Ginger Rogers, la danse va servir à amoindrir les résistances de Ginger en début de film, mais aussi, on y reviendra, à justifier le comportement un petit peu trop insistant de Fred Astaire. Bon, il y a un peu cette morale qu'il a bien fait d'insister à ce point-là et de la suivre dans la rue jusqu'à son lieu de travail, puisque finalement, tout ce qu'elle attendait, c'était d'être avec lui.
Je l'aime bien aussi ce numéro parce que, comme dans Hard to Handle, on voit la complicité des deux interprètes et surtout cette complicité qui augmente progressivement au fil du numéro, puisque Ginger se détend lorsqu'elle comprend aussi que le personnage incarné par Fred Astaire, Lucky dans le film, sait en réalité danser et qu'ils peuvent tout à fait bien danser ensemble. C'est également un numéro exemplaire de leurs danses les plus égalitaires, puisque là encore, on retrouve des costumes sombres tous les deux et des mouvements qui sont le plus souvent dans la chorégraphie identiques et des positionnements des deux danseurs qui sont soit face à face ou côte à côte. Donc là encore, on a une très forte impression d'égalité et non pas de domination du danseur sur la danseuse. Je l'aime bien aussi car ce numéro, tout comme Hard to Handle, montre le contentement que procure leur danse aux spectateurs diégétiques. Ici, donc le spectateur, c'est justement le patron du studio de danse qui est très impressionné par cette performance. Et on a même quelque chose qu'on va retrouver dans plusieurs de leurs duos, un final de plus en plus exubérant avec le couple de danseurs qui tournoie jusqu'à sortir de la piste en sautant par-dessus la piste. Donc voilà, c'est un numéro que j'aime bien pour toutes ces raisons et parce que il est exemplaire de ces danses camarades, bon enfant, qui est pas forcément, comme le disait Jules, ce qu'on retient des numéros de Fred et Ginger. Et donc toi, Timothée, tu avais choisi un numéro du film Carefree, donc Amanda en français, de 1938. Il s'agit du 4e film du duo, mis en scène par le réalisateur Max Andrich. Exactement. C'est un numéro qui s'appelle Since They Turned Loch Lomond into Swing. Loch Lomond étant, je crois, un chant écossais. C'est un numéro, en fait, où donc il est tout seul, Fred Astaire. Ginger le regarde. Elle le regarde un peu en surplomb parce que ils sont un peu dans une guéguerre parce qu'en fait il s'est fait passer pour un psy et il a dit que elle avait du mal à se concentrer ou un truc comme ça, qu'elle avait un problème de concentration mentale, un truc comme ça. Et elle est arrivée au club de golf et elle lui a dit vas-y, si t'es si fort que ça, montre-moi ce que tu sais faire, etc. Et en fait, Fred Astaire, son personnage, il est en train de faire une démonstration qui peut à la fois jouer de l'harmonica tout en faisant des claquettes. Donc ça part de ça en fait, ça part de vraiment une démonstration, il fait une performance, il veut montrer qu'il est capable de faire plusieurs choses en même temps. Et après, en fait, il abandonne son harmonica et comme il est dans un club de golf, il se met à jouer avec le club de golf et surtout à tirer sur des balles de golf en rythme. Et donc moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce numéro. Déjà, c'est le côté un peu performance qui est très satisfaisant à regarder, de voir Fred Astaire les uns après les autres shooter dans les balles parfaitement en rythme. Ça, c'est vraiment un délice à regarder. Et en plus, ce qui est très bien dans cette chorégraphie, c'est que on voit un peu toute l'inventivité de Fred Astaire, c'est-à-dire qu'il y a un art de l'imprévu un peu. Parce qu'à chaque fois qu'il a un système en place, il va en fait le changer. Au début, il a un certain nombre de balles qui sont alignées et il shoot dedans en rythme. Et juste après, on croit que ça va être la suite. Et puis en fait, non, il va shooter avec son pied sur telle ou telle balle. Enfin voilà, il est toujours à essayer de nous surprendre dans la partie suivante de la chorégraphie. Et ça, je trouve que c'est aussi un trait vraiment très spécifique d'Astaire. Et j'aime aussi ce numéro pour ce qu'il dit sur cette idée à la fois de dissociation et de synchronisation. Parce qu'au début, il doit démontrer à Ginger Rogers qu'il sait faire plusieurs choses en même temps. Et en même temps, il joue dans ce numéro avec l'idée qu'il peut à la fois faire quelque chose avec ses bras en shootant les balles swing, avec ses pieds en faisant des claquettes, avec ses pieds aussi en shootant avec ses pieds sur les balles. Et donc, en fait, il joue toujours à l'idée que une partie de son corps va prendre son indépendance et qu'en même temps, il y a un mouvement d'ensemble et la synchronisation. Et donc voilà, je trouve que c'est particulièrement bien organisé dans cette chorégraphie et très significatif du style d'Astaire. Génial. Eh ben merci. Et donc voilà, avec le succès de ces films-là, on peut citer aussi Top Hat, donc Le danseur du dessus, ou encore Shall We Dance, l'entrepreneur Monsieur Petrov. J'adore les titres français à chaque fois. Astaire, donc avec tous ces films-là et avec Ginger, devient une véritable star avec une persona très identifiée du public. Comment est-ce qu'on peut qualifier justement cette persona ? Astaire a d'abord une image de dandy, un homme élégant qui évolue dans la haute société, mais qui se distingue des autres membres de la classe supérieure par son originalité et son bon goût, notamment en matière de vêtements. Il est même souvent présenté dans les magazines comme l'acteur hollywoodien le mieux habillé. Et outre cette image de dandy, il est aussi fortement associé à l'Europe,
Déjà, son nom de scène, Astaire, a une consonance française. Et les magazines rappellent souvent qu'il s'est produit à Londres avec sa sœur ou qu'il est ami avec le prince de Galles. À ses débuts, le public états-unien le prend d'ailleurs souvent pour un Anglais. Mais comme cette association à la haute société et à l'Europe risque de l'éloigner un peu du public populaire américain, les magazines rappellent souvent qu'il est 100% américain, qu'il adore le baseball et les hamburgers, mais aussi que derrière son apparence sophistiquée se cache un homme simple, proche du peuple. Il y a souvent des articles comme ça qui racontent que il est ami avec les ouvriers qui travaillent au studio. Donc preuve que c'est pas du tout quelqu'un de snob ou de hautain, mais au contraire quelqu'un de simple, d'accessible. Un autre aspect de son image qui le rapproche des gens ordinaires, c'est aussi son apparence physique, parce qu'il n'est pas du tout considéré comme beau selon les normes hollywoodiennes. Un journaliste écrit par exemple qu'il ressemble à Stan Laurel, de Laurel et Hardy. Peter lui-même explique dans la presse que les maquilleuses du studio ont eu beaucoup de travail avec lui pour le rendre un minimum séduisant, ou encore qu'il porte une perruque à l'écran pour cacher sa calvitie. Il y a même certaines spectatrices qui reprochent au film de manquer de réalisme à ce sujet. Une spectatrice du film Amanda déclare par exemple qu'elle n'a pas du tout cru au scénario parce qu'il est selon elle totalement improbable qu'un homme aussi peu séduisant que Fred Astaire puisse détourner Ginger Rogers d'un homme charmant comme Ralph Bellamy, l'autre rôle masculin dans le film. Mais bon, même s'il n'a pas un physique de jeune premier romantique, il a tout de même une image de séducteur qui s'enracine avant tout dans son talent de danseur. Il est par exemple surnommé dans les magazines le Roméo dansant. Et ses grands duos romantiques avec Ginger Rogers, comme Night and Day ou Cheek to Cheek, sont clairement des scènes de sexe métaphoriques. À la fin de ces duos, la caméra s'attarde d'ailleurs longuement sur le plaisir de Ginger Rogers, pour bien souligner que Fred Astaire vient littéralement de la faire jouir avec ses pieds. Et à la fin de Night and Day, il lui offre même une cigarette, comme s'il venait de faire l'amour. J'avais une question, Jules, pour rebondir sur le côté européen de Fred Astaire. Je me suis demandé, et je suis pas sûr que j'ai juste, mais le numéro où ils disent You say potato, I say potato, de l'entrepreneur Monsieur Petrov. Oui. Il me semble que le dialogue, c'est ils se comparent en fait l'un l'autre sur leur manière de prononcer les mots, et que c'est une différence qui est British versus américaine. Oui. Et à la fois aussi un peu upper class versus working class, quoi. Oui, tout à fait. Et est-ce que finalement, est-ce qu'on peut tirer le trait en disant Ginger est plutôt très américaine, un peu populaire, et Fred Astaire un peu haute société et européen, quoi. Oui, je pense que leur duo fonctionne sur cette opposition, effectivement. Dans le contexte de la dépression, en plus, l'idée, c'est de réconcilier les hommes et les femmes, mais aussi et surtout classe supérieure et classe populaire, puisque avec la dépression, avec la crise de 29, beaucoup d'Américains ont pris conscience que les riches ont mis le pays dans la crise. Et donc, il y a cette idée, souvent dans les films de l'époque, que ce soit les films de Fred Astaire et Ginger Rogers ou les screwball comedies, qu'il faut réconcilier les classes. Et donc, il y a un personnage souvent de classe populaire, souvent un homme et un personnage de classe supérieure, souvent une femme, mais dans les films d'Astaire et Rogers, c'est l'inverse. Et l'idée, c'est de les réconcilier comme ça, et de montrer que en fait, ces différences sont superficielles et que finalement, on peut s'entendre et collaborer ensemble. Et donc, dans les films de Fred Astaire et Ginger Rogers, ça passe avant tout par la danse, quoi, comme dans cette scène que tu cites, où ils se mettent après à danser en roller. Oui. Alors, j'avais des questions sur, on va dire, le travail concret de Fred Astaire. Et notamment, j'aurais aimé que quelqu'un me dise un mot sur Hermès Span, qui était donc l'assistant de Fred Astaire, qui l'a accompagné dès ses tout débuts au cinéma. Quel était son rôle? Je peux en dire un mot si vous voulez. Hermès Pan, c'est Hermès Panagiotopoulos, qui est, comme son nom l'indique, d'origine grecque. Donc déjà, c'est quelqu'un qui, comme Fred Astaire, avait des parents qui avaient émigré aux États-Unis. Enfin, lui aussi a ces racines européennes. Et du coup, il y a pas mal de ressemblances en fait, assez curieusement, avec Fred Astaire. Il a appris aussi la danse dès l'enfance. Et il y a aussi une ressemblance physique finalement parce que il a cette silhouette élancée, il est très souriant, donc il y a cette ressemblance physique et donc ça lui permet à la fois de travailler avec Fred Astaire comme doublure, c'est-à-dire en l'aidant à préparer ses chorégraphies. C'est une sorte de sparring partner quoi. Et en fait ensemble ils créent les chorégraphies. Fred Astaire l'appelait son ID man, donc c'est quelqu'un voilà avec qui ils vont aller trouver des idées pour leur choré quoi. Et il y a des idées, je crois que c'est dans Carioca que Fred et Ginger dansent le front contre front, et que ça c'est une idée d'Hermès Pan, mais donc il y en a plein comme ça de trucs en fait que Hermès Pan avait trouvé. Et aussi par ailleurs, Hermès Pan est très ami avec Ginger Rogers.
avec qui il avait travaillé sur d'autres projets avant, et donc ils se connaissent très bien, et il fait un peu le pont entre Fred et Ginger. Et donc les chorés qu'il crée avec Fred Astaire, ensuite il va les répéter avec Ginger Rogers pour qu'elles soient au point pour le duo ensuite. Il me semble aussi que c'est lui qui doublait les claquettes de Ginger Rogers lorsqu'elles étaient pas synchronisées. Ah, ok. Voilà, en gros. Et puis en fait, finalement, Stan, il va vraiment l'accompagner toute sa carrière, quoi, à la fois comme chorégraphe et comme assistant, comme on le décrivait, quoi. Et pour continuer sur le travail d'Astaire, j'avais une question. À quel point Astaire avait de l'influence sur la mise en scène de ses numéros dans les films? Apparemment, donc Fred Astaire s'est intéressé assez tôt à son arrivée à Hollywood, à cette question de la mise en scène de la danse pour le cinéma. Et à mesure qu'il devient une star, il est de plus en plus capable d'imposer au metteur en scène sa vision de la façon dont on doit filmer la danse. Et c'est vraiment une rupture avec le modèle de Busby Berkeley des années 30 où le spectacle, c'était la caméra. Ici, la caméra, c'est une sorte d'observatrice respectueuse de la danse et ça va avoir pour conséquence un certain nombre de principes, à la fois de tournage et de montage, qui vont être assez stables sur toute la carrière de Fred Astaire et même des principes qui deviendront un modèle dominant pendant toute la période classique de la comédie musicale. Le fait de privilégier les plans d'ensemble où les danseurs vont être au centre du cadre et que la caméra va accompagner au fil de leur déplacement. Le fait aussi de limiter le nombre de coupes dans les numéros, même si les numéros en une seule prise sont plutôt exceptionnels. I'll Be Hard to Handle est justement une exception. Ce qui va privilégier, c'est des numéros en quelques plans, peu de plans et surtout des coupes très peu voyantes, des coupes qui vont se faire à des moments où cela dérange le moins finalement la danse. Le cinéma va bien convenir finalement au perfectionnisme d'Astaire puisqu'il va pouvoir prendre la meilleure prise à chaque fois de toutes les prises. Est-ce qu'il n'y a pas une idée aussi que Fred Astaire a négocié une part sur les recettes des films et que ça lui donne aussi un droit de regard sur finalement le montage de ces numéros chorégraphiés ou voilà. Non, je savais pas moi ça. Ouais, j'avoue, je savais pas non plus. Bah après, le fait qu'il contrôle le montage, même la post-synchronisation justement des claquettes, ça, je crois l'avoir lu aussi. Mais le coup de l'intéressement aux recettes, je sais pas. On vérifiera. On va avancer dans la chronologie de la carrière d'Astaire. Donc son duo avec Ginger Rogers finit par ne plus aussi bien fonctionner. Bon, à la fois j'imagine personnellement, puis en termes de recettes au box-office tout simplement. Ce qui va finir par mettre fin à leur collaboration. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'au bout d'un moment, ils ont arrêté d'être Fred et Ginger? Oui, après Top Hat, qui est leur plus grand succès critique et public, les films d'Astaire et Rogers rapportent de moins en moins d'argent. Et leurs deux derniers films pour la RKO, donc la comédie Amanda et le biopic sur Irene et Vernon Castle, font même perdre de l'argent au studio. Donc, parmi les raisons qui expliquent cette baisse de popularité, il y a d'abord la lassitude d'une partie du public. À partir de L'entreprenant Monsieur Petrov, donc qui est sorti en 1937, un certain nombre de critiques se plaignent du côté répétitif des films d'Astaire et Rogers. On trouve souvent des commentaires du type une fois qu'on en a vu un, on les a tous vus, ou c'est toujours la même chose, ça manque d'originalité. Mais quand on regarde les sondages de popularité qui sont effectués à cette période, on se rend compte que le cœur du problème, c'est pas vraiment leur couple, c'est encore moins Ginger Rogers. Le problème, c'est surtout Fred Astaire. C'est surtout sa popularité à lui qui dégringole à cette période, alors que Ginger Rogers est de plus en plus populaire, et elle devient même la star la plus rentable de la RKO à la fin des années 30, grâce au film qu'elle tourne sans Fred Astaire. Donc à mon avis, cette baisse de popularité de Fred Astaire lui-même s'explique notamment par l'évolution du contexte idéologique, parce que pour le dire vite, dans la seconde moitié des années 30, les États-Unis sortent progressivement de la Grande Dépression et se reconstruisent autour d'un idéal d'appartenance à la nation américaine et à la classe moyenne. Dans ce contexte idéologique, les stars associées à l'Europe ou à la classe supérieure voient logiquement leur popularité chuter. C'est le cas par exemple de Greta Garbo, de Katharine Hepburn ou encore de Fred Astaire. Et en plus, les choix opérés par la RKO à la fin des années 30 sont assez malheureux, puisqu'au lieu de donner à Astaire le rôle d'un Américain ordinaire, comme dans Follow the Fleet ou Swing Time par exemple, le studio va renforcer son association à la classe supérieure et à l'Europe, en le montrant par exemple jouer au golf dans Amanda, en lui donnant le rôle d'un danseur de ballet vivant en Russie dans Shall We Dance, et dans le même esprit, son premier film sans Ginger Rogers, donc Damsel in Distress, dans lequel il joue face à John Fontaine, se déroule dans la haute société britannique et comporte un casting presque exclusivement britannique.
Donc ce film fait lui aussi perdre de l'argent à la RKO et des exploitants américains se plaignent en déclarant que Fred Astaire a fait ce film pour ses fans britanniques et pas pour le public américain. Donc pour moi, c'est surtout ce paramètre idéologique qui explique que Fred Astaire décline à ce moment-là, alors que Ginger Rogers, elle, triomphe grâce à son image de jeune américaine ordinaire. Et est-ce que vous pensez à l'époque, la presse glosait sur la rivalité ou alors les disputes entre Fred et Ginger? Est-ce que vous pensez que déjà qu'est-ce qu'il en était de cette relation réelle entre eux? Et est-ce qu'elle s'est dégradée ou non au fur et à mesure des 9 collaborations, quoi? Ça, personnellement, je sais pas du tout ce qu'il en était réellement de leur relation. Non, mais c'est vrai, j'y ai repensé récemment parce que c'était un truc que j'avais en tête il y a longtemps, que c'était rigolo parce que ils ont fait plein de films ensemble, mais en fait ils s'aimaient pas du tout dans la vraie vie. Enfin, quelque chose qu'on veut dire que je savais d'il y a longtemps, enfin, ou toi que j'avais entendu d'il y a longtemps, mais dont il est assez peu question dans tout ce qu'on a lu là plus récemment pour écrire le bouquin sur Astaire. Donc j'avoue, je sais plus quoi en penser, mais j'y ai repensé que c'était un vrai truc auquel je croyais, on va dire étant plus jeune, en cette animosité entre les deux, mais en vrai, je sais plus. On nous ment. Ce qui est marrant, c'est que c'est le côté indécidable de est-ce qu'ils sont en train de se disputer ou est-ce qu'ils sont en train d'avoir un numéro romantique. Ça fait partie aussi de leur personnage, je trouve, à Fred et Ginger, quoi. Ils sont toujours en train de se chercher un peu. Et c'est vrai que leur alchimie, elle est un peu improbable parce qu'ils sont très différents et puis parce que ils sont toujours en train d'être au bord de la dispute. Et en même temps, l'alchimie arrive presque malgré eux, quoi. Donc, ça, c'était Fred et Ginger. C'est super. Et donc, passons à la suite de sa carrière. Après cette période, donc RKO, Fred Astaire devient freelance, entre guillemets. Donc, il va tourner pour différents studios et avec de nouvelles partenaires. Donc, on va passer quelques-unes en revue. Qu'est-ce qu'on peut dire de son duo avec Eleanor Powell, qui est elle aussi considérée comme une très grande danseuse de cette période, dans le film Broadway Melody of 1940? Donc c'est en effet la période où Astaire va se chercher une nouvelle partenaire après Ginger Rogers. Et donc le premier film qu'il va faire après s'être séparé de Ginger, ça va être avec Eleanor Powell. Broadway Melody de 1940, c'est donc un film qui va être promu comme celui de la rencontre au sommet du roi et de la reine des claquettes des années 30, parce que Eleanor Powell est aussi à cette époque-là une très très grande star des claquettes et notamment une star de la MGM. Et en fait, Broadway Melody de 1940, c'est la suite d'une série de films que Eleanor Powell fait à la MGM, Broadway Melody de 1936, Broadway Melody de 1938, duquel on a déjà parlé parce qu'il y a la jeune Judy Garland dans ce film. Et donc, Astaire arrive finalement dans le film de Powell. Et ce film est globalement considéré comme un échec, en tout cas par le public, parce que c'est un film qui va permettre à aucun des deux de briller correctement. Ni Astaire ni Powell ne vont véritablement être dans leur style à eux. Chacun va un petit peu modifier son style pour danser avec l'autre. Un bon exemple de ce qui est jugé comme une collaboration un peu ratée, ou en tout cas un rendez-vous manqué, c'est Begin the Begin, un des derniers numéros du film, donc un long numéro mais qui comporte notamment un passage un duo de claquettes de Powell et Astaire. En termes de virtuosité, c'est sûr que les claquettes à l'écran ont rarement atteint ce niveau de virtuosité. On a notamment un long passage de danse a cappella, donc sans musique d'accompagnement, où on voit évidemment la virtuosité de chacun des deux. Mais il y a assez peu d'alchimie entre ces deux danseurs, entre les partenaires, aucune complicité, presque aucun échange. Alors c'est parfois davantage de la compétition en fait que de la complicité, comme avec Ginger. Et la fin du numéro est assez emblématique de ce point de vue, puisqu'on va avoir deux danseurs emportés chacun dans un tourbillon de claquettes, en quelque sorte, mais chacun va être emporté séparément. Ils vont pas avoir cette union finale comme on avait souvent dans les films de Fred et Ginger. Donc voilà, un film assez peu aimé, mais que personnellement, j'aime bien quand même, parce que, bon, Eleanor Powell, déjà je l'aime beaucoup.
mais c'est aussi un film assez intéressant parce que emblématique, on va dire, c'est peut-être un film bien pédagogique. Moi, j'aime bien les films bien pédagogiques où on voit cet ethos américain du travail, parce que dans ce film, et j'en parle assez souvent de ce film, parce qu'on a vraiment Fredo là qui, jusqu'à l'absurde, va être dans cette abnégation pour le travail, cet amour de la danse, sans rechercher aucune récompense. Il va répéter en cachette. Alors, il y a une espèce de quiproquo. C'est son comparse George Murphy et non pas Astaire qui devient la vedette aux côtés d'Eleanor Powell parce qu'il y a eu un malentendu. Donc une injustice, mais Fred Astaire ne cherche pas à réparer cette injustice. Tout ce qu'il veut, lui, c'est danser. Et donc on le voit danser, on le voit travailler. Et ça aussi, c'est assez marrant parce que c'est quelque chose qui va aussi beaucoup se développer dans sa persona plutôt au fil des années 50. Hein. Ce côté travailleur, ce côté perfectionniste, acharné à la tâche, et qu'on voit donc de façon exemplaire dans Broadway Melody de 1940. Donc ça, c'est Eleanor Powell. Il a tourné aussi avec Rita Hayworth à 2 reprises dans les films You'll Never Get Rich en 41 et You Were Never Lovelier en 42. Alors moi, je l'ai mentionné dans ce dernier film, You Were Never Lovelier. Un numéro qui m'a vachement marqué, c'est le duo de claquettes particulièrement virtuose de Shorty George, qui est un hommage à un danseur afro-américain de Harlem. C'est un numéro qui respire la joie. On sent le plaisir des 2 interprètes. C'est absolument merveilleux. Là encore, on vous mettra les extraits sur le site. En 45, il apparaît à plusieurs reprises, en fait, dans plusieurs passages de Ziegfeld Follies de Vincente Minnelli, qui est un film à sketch, en fait, avec une succession de numéros. Et un numéro célèbre dans ce film, c'est son duo avec Gene Kelly, qui est à l'époque un danseur qui monte à la MGM. Et donc, je profite de cette mention pour parler de la célèbre opposition qu'on entend souvent entre Gene Kelly et Fred Astaire, qui seraient 2 danseurs de style totalement opposés. On dit souvent que Gene Kelly, il est terrien, alors que Fred Astaire est aérien, ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que cette opposition-là a un sens ? Le débat, il est réglé, Anna. Arrête d'essayer de mettre en avant Gene Moi, Kelly. je suis Gene Kelly, wouh. Non, mais est-ce que l'opposition, en tout cas, cette manière de dire c'est vraiment pas du tout la même chose, il y en a un, c'est l'un homme du peuple et l'autre, c'est l'aristocrate, il y en a un, c'est la terre, l'autre, c'est l'air, etc. Est-ce que c'est si schématique que ça, on va dire ? Ce qu'on peut dire, peut-être, c'est que Gene Kelly, malgré tout, il est quand même à l'école de Fred Astaire. Enfin, il est, il arrive déjà un peu plus tard. Bien sûr. Et finalement, en un sens, il fait comme Fred Astaire, quoi. C'est justement pour ne pas tant les opposer que ça. C'est qu'en un sens, ils cherchent tous les 2 un peu le même genre de style, c'est-à-dire la performance individuelle, enfin le canon un peu tel que l'a établi les années RKO. Donc finalement, il y a quand même une continuité, quoi. Et après, il y a des oppositions de style, mais qui sont, je pense, consubstantielles à leur manière de danser à tous les 2 et de voilà. J'aurais peut-être juste rajouté un truc sur Ziegfeld Follies, quand tu disais qu'il apparaissait dans plusieurs numéros de Ziegfeld Follies. Je rajouterais aussi que Fred Astaire est même l'hôte de Ziegfeld Follies, puisque c'est lui qui au début sert de présentateur entre les différents numéros. C'est Ziegfeld presque qui lui confie cet hommage à ses Follies. Et je trouve ça intéressant parce que déjà, non seulement ça rappelle les racines théâtrales de la carrière d'Astaire, puisqu'il a commencé aussi dans les spectacles de Ziegfeld, mais aussi ça commence déjà à insister sur la longévité d'Astaire, puisque là on est dans une comédie musicale du milieu des années 40 qui rend hommage à des spectacles du début du siècle dans lesquels Astaire avait déjà figuré. Donc on a aussi cette idée qu'il fait le passeur à la fois entre 2 types de spectacles, la scène et le cinéma, ici la scène représentée au cinéma, et aussi entre différentes générations. Et c'est sûr que cette question des générations est accentuée dans le film par sa rencontre avec Gene Kelly. Donc là, on arrive en 1946, au moment du film La Mélodie du Bonheur, donc à ne pas confondre bien sûr avec le célèbre film de 65. Là, c'est un film qui s'appelle en version originale Blue Skies. Après ce film-là, il décide de prendre sa retraite. Mais pourquoi donc ? Alors, il décide de prendre sa retraite avant tout parce que sa popularité a dégringolé depuis la fin des années 30. On le sait notamment grâce à des sondages réalisés par George Gallup qui avaient pour but d'évaluer la popularité des stars hollywoodiennes. Alors que Fred Astaire était l'une des stars les plus populaires au milieu des années 30 grâce à ses films avec Ginger Rogers, il ne va pas arrêter de chuter dans le classement des stars les plus populaires. En 1940, il a déjà chuté à la 28e position, puis il continue de chuter jusqu'à la 61e position en 1941, et il atteint la 96e position en 1946, après la sortie de La Mélodie du Bonheur.
Et le film La Mélodie du Bonheur est un succès, mais c'est surtout grâce à Bing Crosby, qui est la véritable star du film, et qui est même à l'époque la star hollywoodienne la plus populaire auprès du public états-unien. Et ce film est intéressant parce qu'il met en scène le déclin de Fred Astaire, puisqu'il lui donne le rôle d'un danseur délaissé par sa partenaire, ce qu'on peut voir comme une allusion à l'histoire d'Astaire lui-même qui a été abandonné entre guillemets par Adele puis par Ginger Rogers. Et la fin du film met même en scène la fin de la carrière du danseur, puisque son personnage doit s'arrêter définitivement de danser suite à une blessure grave. Donc c'est donc un film assez sombre et pessimiste concernant l'avenir de Fred Astaire. En plus, Astaire a conçu pour ce film un numéro intitulé Putting on the Ritz, qui est présenté dans la presse comme sa danse d'adieu. C'est un numéro qui évoque notamment le numéro titre de Top Hat, qui reste le plus grand succès de sa carrière. On retrouve le costume emblématique avec le chapeau de forme, la queue de pie, la canne. Et les chorégraphies des deux numéros sont assez similaires, notamment dans la manière dont Astaire utilise sa canne ou dans sa confrontation avec des doubles de lui-même. Les chansons de ces deux numéros se ressemblent beaucoup aussi. Elles ont toutes les deux été écrites par Irving Berlin et elles ont en commun un rythme très syncopé. Et les paroles sont elles aussi assez similaires puisqu'elles décrivent à chaque fois le fait de s'habiller de manière élégante, puisque l'expression to put on the Ritz signifie se mettre sur son 31. Cette chanson évoque d'ailleurs aussi la carrière de chanteur de Fred Astaire puisqu'il avait enregistré cette chanson sur un 78 tours en 1930, donc 3 ans avant le début de sa carrière, hollywoodienne je veux dire. Bref, même si ce numéro est un numéro très inventif, où Astaire arrive comme toujours à se renouveler avec brio, je pense notamment au trucage de la canne qui lui saute toute seule dans la main. Et en même temps, un numéro d'adieu, donc un numéro tourné vers le passé, qui évoque une dernière fois la carrière d'Astaire. Et effectivement, Astaire semble alors mettre fin à sa carrière, il n'a pas de nouveau projet de film, et il annonce qu'il va fonder une chaîne de studios de danse et qu'il compte se consacrer dorénavant à cette nouvelle activité. Pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait que Putting on the Ritz pouvait être son numéro d'adieu, et ce qui est amusant quand on y repense, c'est que finalement, on pourrait considérer que son vrai numéro d'adieu, ce serait Ritz Roll and Rock. Donc il y a Ritz aussi dans le titre, et puis en plus il est sapé effectivement comme jamais, puisqu'il est sapé comme dans Top Hat, effectivement pareil. Ça pourrait être considéré comme son dernier numéro, même si c'est pas le cas parce qu'il y a eu celui avec celui de Coppola là, mais voilà, petit clin d'œil. Ouais, et on en reparle un peu plus tard de Ritz Roll and Rock justement. Donc Fred Astaire en 46 fait ses adieux, sauf qu'il n'est pas resté loin des caméras très longtemps. Puisqu'il est sorti de sa retraite assez rapidement quand même, en 48, pour tourner le film, donc qu'on adore évidemment, Easter Parade, Parade de printemps, film qui devait à l'origine marquer les retrouvailles du duo Judy Garland-Gene Kelly, après For Me and My Girl, sauf que Gene se blesse pendant un match de volleyball, ça lui ressemble vachement je trouve, et du coup il doit être remplacé, et Fred est appelé à la rescousse, et se fait vaguement prier, mais pas trop quand même, pour venir jouer dans Parade de printemps. Donc, qui peut nous parler de ce film et notamment donc de la collaboration avec Judy Garland, sachant qu'on a fait tout un épisode aussi sur ce film qu'on adore. Easter Parade, évidemment, c'est un film qu'on adore, c'est un film qu'on espère pouvoir enfin projeter un jour au All That Jazz Cinema Club pour le dimanche de Pâques. Hein, ça c'est ouais. Bon, encore objectif 2024 qu'Easter Parade soit programmé à Pâques. Donc c'est un film qu'on aime beaucoup et c'est aussi un film qui est vraiment intéressant déjà parce que c'est la réunion de Judy et de Fred et finalement le seul film qu'ils feront ensemble en dépit des tentatives du studio de les réunir à nouveau par la suite. Mais c'est aussi un film qui va inaugurer pas mal de choses qu'on va développer qui vont se développer dans la persona d'Astaire dans les années 1950 et notamment cette thématique du Pygmalion. Alors, c'était pas totalement nouveau, il y en avait déjà des traces dans les films antérieurs, mais ici, ça prend vraiment une place importante. Alors, c'est bien sûr aussi lié au fait que Astaire va vieillissant, hein, donc il incarne de plus en plus une figure, on va dire, paternelle, d'autorité. Et tout le thème du film, c'est bien cette question de l'autorité de Fred, puisque c'est ce défi qu'il se lance à lui-même, façon My Fair Lady, on en avait parlé, de modeler donc Judy à sa guise. Et l'enjeu du film, ça va être les résistances que Judy va lui opposer. Elle va le forcer à prendre en compte son style et ses capacités à elle, et ils vont évoluer ensemble. Et c'est vraiment un film que je trouve merveilleux parce que ça permet de promouvoir une vision du couple fondée sur l'égalité, la coopération mutuelle à travers la musique et la danse. Mais bon, pour m'entendre davantage dire combien Easter Parade est formidable, se référer à l'épisode qu'on lui a déjà consacré.
L'année suivante, en 49, donc Astaire, il est pas juste ressorti de sa retraite pour un film, du coup il a rempilé, quoi. Il est prévu que donc Judy et Fred se retrouvent à nouveau pour un nouveau film dans The Barclays of Broadway, mais finalement Judy va être remplacée par Ginger Rogers, incroyable. C'est les retrouvailles à ce moment-là du duo 10 ans après. The Barclays, c'est sur plusieurs points un film miroir des Stop Parade. On retrouve beaucoup des mêmes thématiques, notamment cette question de comment une femme va être modelée par son partenaire masculin. Puisque dans ce film, Fred et Ginger incarnent un, entre guillemets, vieux couple de danseurs qui ont déjà une longue carrière ensemble. Sauf que Ginger veut s'émanciper et aspire à autre chose, aspire aussi à des rôles dramatiques. Donc ça aussi, c'est un écho à la propre carrière de Ginger Rogers. C'est un film finalement un petit peu méta sur la carrière des deux acteurs. Et elle va donc tenter de devenir une véritable actrice, une actrice dramatique. Ça aussi, c'est une opposition assez courante entre le registre futile de la comédie musicale et le registre supposé noble du drame, et ici du théâtre. Et donc, Ginger poursuit cette carrière théâtrale, mais finalement, dans le film, c'est grâce au conseil, bon, je spoil, prodigué à distance par son partenaire et néanmoins mari. Donc voilà pour le pitch. Donc on retrouve certaines des thématiques d'Stop Parade. On voit que c'est un film écrit pour redoubler le succès d'Stop Parade, même si on a glissé pas mal de références aussi aux films antérieurs de Ginger et Fred, notamment des allusions à des chansons qu'ils ont déjà interprétées avant pour miser sur ce côté retrouvailles du couple. Et ce côté retrouvailles du couple, c'est aussi forcément ce qui va être mis en avant dans la promotion autour du film. Et on observera d'ailleurs que dans ce film, finalement, Ginger va offrir moins de résistance que Judy à Fred, puisque malgré elle sera malgré tout modelée selon les desiderata, en tout cas selon les conseils de son mari. Alors ensuite, il tourne le film Three Little Words. J'avoue que je ne connais absolument pas ce film, je ne l'ai pas vu, donc j'aimerais bien qu'on m'en dise un peu plus. Alors, Three Little Words, ça a été un succès populaire à sa sortie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un film qui est pas mal tombé dans l'oubli. Dans ce film, Astaire va camper le parolier Bert Kalmar aux côtés de Red Skelton, qui lui est le compositeur Harry Ruby. Donc en fait, Three Little Words, ça fait partie de ces nombreux biopics de compositeurs produits par la MGM après Till the Clouds Roll By en 46, qui raconte l'histoire de Jerome Kern, Words and Music en 48 sur Richard Rodgers et Lawrence Hart. Donc on est dans cette veine de biopics musicaux. Et c'est le seul film musical pour lequel Astaire a été récompensé, puisqu'il a reçu le Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie, l'année en fait de la création de cette récompense à partir de la scission du Golden Globe du meilleur acteur. Donc assez amusant que ce film tant oublié aujourd'hui sera le seul pour lequel il est spécifiquement récompensé, parce qu'après il a eu aussi des récompenses pour l'ensemble de sa carrière. C'est aussi son premier film avec Vera Ellen qu'on connaît bien, All That Jazz, puisque à All That Jazz, on adore aussi le film On the Town. Oui. Et donc, c'était donc Miss Turnstile de On the Town. Et Vera Ellen, il va ensuite la retrouver quelques années plus tard dans The Belle of New York. Et dans ce film, Vera Ellen va incarner une bonne coéquipière pour notre personnage masculin. Alors, comme c'est un biopic qui est vraiment concentré autour du compositeur et du parolier, le personnage de Vera Ellen, il apparaît que en tant qu'il est soit frein, soit moteur à la carrière d'Astaire. Mais ce qui va être intéressant, c'est que souvent, elle sera effectivement un moteur, une bonne coéquipière pour notre Freddy, loin des antagonismes qu'il avait opposés à Ginger Rogers, à Judy Garland, ou pire encore, on y reviendra, à Sid Charisse. Insupportable Sid Charisse qui est jamais d'accord avec Fred. Dans ce film, on va avoir beaucoup de numéros dansés. C'est logique parce que c'est un film qui réunit deux super danseurs. Et un dont je voulais juste dire quelques mots parce qu'il est particulièrement chouette et je pense que c'est à voir justement si on n'a pas vu Three Little Words, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Enfin voilà. Mais un numéro qui est chouette, c'est Mr. and Mrs. Hofer at Home, un spectacle dans le spectacle qui met en scène donc Monsieur et Madame Hofer, donc Monsieur et Madame danseurs. Et c'est un numéro comique qui va mêler des séquences de pantomime où les danseurs vont jouer avec le décor et notamment vont jouer au foot ou au volley, je sais plus trop, avec un bébé, et oui. Et des passages plus dansés où ils vont faire des claquettes, un pas de deux romantique, un petit peu d'acrobatie pour Vera Ellen.
C'est un numéro assez sympa et vraiment à découvrir si vous ne le connaissez pas. C'est aussi un numéro sympathique en ce que finalement la conjugalité qui est dépeinte ici, que ce soit celle des monsieur et madame du numéro ou même des personnages du film, puisque les deux personnages sont en couple dans le film, cette conjugalité, elle est entendue comme une collaboration décontractée et jubilatoire, donc toujours cette notion d'une certaine égalité dans le couple. C'est aussi un film qui va plutôt permettre à chacun des deux danseurs de briller dans sa spécialité, notamment en accordant d'ailleurs un solo à Vera Ellen, et qui va aussi donc lui permettre de montrer la variété de ses talents, parce que bon, on l'a vu dans The Town, Vera Ellen comme Miss Turnstile est très versatile et elle se caractérise par ce mélange de style, de ballet, de pointe parfois, de claquettes et aussi d'acrobatie. Et là, on va dire que dans ce film, Fred Astaire permet, en tout cas autorise sa partenaire à vraiment mettre à l'honneur finalement le style qui fait sa spécialité à elle. Donc c'est aussi pour cette raison que le film est quand même à regarder si vous ne le connaissez pas. Ensuite, petit mot sur un film que pour le coup je connais et que j'ai vu, Royal Wedding, Mariage royal de Stanley Donen, film de 51, où Esther partage l'affiche avec Jane Powell. Ils incarnent un frère et une sœur qui dansent ensemble, donc en rappelant bien sûr Fred et Adele. Il y a plusieurs numéros marquants dans ce film. D'abord Sunday Jumps, qui est un numéro dans lequel Fred Astaire danse avec différents accessoires, dont un porte-manteau. J'aurais bien aimé que quelqu'un me parle quelques petits instants de cette manie de Fred Astaire de danser avec des objets. En fait, ce qui est amusant dans ce numéro, c'est que c'est assez dépouillé. Il est dans une salle de sport où il y a plein d'accessoires de sport et il met un métronome et sur le rythme de ce métronome, il se met à improviser, enfin à faire semblant d'improviser avec les différents éléments de la salle de sport, quoi. Donc il y a un cheval d'arçon, des espèces d'élastiques pour s'étirer les bras et un porte-manteau qu'il prend comme si c'était un partenaire. Porte-manteau qui a un socle, qui a un disque assez lourd et du coup il peut le faire rouler autour de lui et du coup avec la force un peu d'inertie de cet objet, il peut faire semblant que c'est un véritable partenaire, quoi. C'est effectivement quelque chose qu'il fait souvent depuis le début, Fred Astaire, jouer avec les objets. Et je trouve que ça va un peu dans l'idée de dissociation, synchronisation. Il va faire en sorte que les objets participent à son mouvement à lui, soit un peu une extension de son corps. Et en même temps, il les laisse partir il leur donne une sorte de spontanéité comme s'ils étaient eux-mêmes animés, quoi. Et donc, au début, il le faisait avec sa canne, donc c'est dans les premiers numéros, mais même dans Top Hat, par exemple, il multiplie en fait les différentes utilisations de la canne. Soit c'est un axe autour duquel il va tourner, soit c'est quelque chose pour marquer le rythme. Et même dans Top Hat, il y a ce numéro où il l'utilise comme en faisant semblant que c'est une mitraillette. Donc en fait, il essaie de nous surprendre par la manière dont il va utiliser les objets. Et surtout, il essaye de prendre les objets qu'on serait pas habitué à voir dans une chorégraphie. C'est ça qu'il aime bien. Par exemple, il y a ce numéro, je crois que c'est dans The Gay Divorcé, où il est en train de s'habiller aidé par un valet. Et en fait, il joue avec les différents objets de sa chambre, tout en s'habillant. Donc il y a toujours cette idée qu'il va interagir avec les objets du quotidien et les animer, quoi, leur donner une vie propre. Du coup, c'est pour ça que ce numéro est très sympa. Sunday Jumps, celui dont on parlait, qui est dans Royal Wedding, parce que c'est vraiment la version dépouillée de ça, quoi. Il est dans une salle vide avec que des objets avec lesquels il peut jouer. Il met le métronome et voilà, il est parti et c'est Fred Astaire, quoi. Autre numéro marquant, la valse dansée dans le bateau qui tangue, puisque l'intrigue de Royal Wedding se déroule sur un bateau de croisière, qui crée un effet très comique, puisque le couple est déséquilibré et manque de tomber à chaque instant. Et un numéro extrêmement connu qui est You're All the World to Me, qui est célèbre pour la fameuse danse au plafond, puisque le personnage de Fred Astaire, entraîné par le sentiment amoureux, va se mettre à danser sur les murs puis au plafond. Donc c'était réalisé grâce à un effet spécial qui fonctionne extrêmement bien, que je veux bien que quelqu'un m'explique. Il était dans une espèce d'immense tonneau. Bah moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il est filmé effectivement dans une sorte de tonneau. Ouais, en gros, il est comme dans un cube. Et la caméra monte l'intérieur du cube et comment dire, le cube tourne sur lui-même. Donc ça veut dire qu'il peut danser sur ce qui apparaît être le mur ou le plafond. Mais la caméra tourne également de manière à donner l'illusion à chaque fois que c'est effectivement le mur, effectivement le plafond et qu'il est en train de déjouer les lois de la gravité. On peut trouver sur YouTube une petite vidéo où on voit comment ça donne avec l'image qui tourne comme ça. Ça sera beaucoup plus clair que nos explications.
Ce qui est sympa, c'est que finalement, il joint les gestes à la parole, parce que les paroles de la chanson, c'est You're all the world to me. Et il explique que son amour pour la personne modifie sa vision du monde. Et du coup, le fait de danser sur le mur, au plafond, ça concrétise cette idée, quoi. Et c'est un numéro qui est notamment recréé, presque à l'identique, dans la série musicale Glee. On en avait aussi parlé. Tout à fait. Ils ont repris quelques numéros de Fred Astaire. Et il y a aussi une danse sur un mur dans le film de Lin-Manuel Miranda, là. Ah, In the Heights. Oui, Dans In In the the Heights. Heights, oui, ils dansent sur Ouais. la façade de l'immeuble. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est sans doute une inspiration. Film majeur dont il faut parler maintenant, c'est The Bandwagon de Vincente Minnelli, donc Tous en scène en français, sorti en 53, un classique du cinéma, un modèle de comédie musicale backstage, considéré par certains comme le plus grand film musical. Fred Astaire, il partage l'affiche avec Sid Charisse. Et Timothée, tu voulais évoquer un numéro en particulier de ce film. Oui, effectivement, celui que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est Shine on My Shoes, qui est simplement le premier numéro du film. Pas tout à fait le premier numéro, parce qu'il y a une première chanson qui vient au moment où Oui. où il sort du train. Mais ensuite, il sort du train, il est un peu déprimé parce qu'il n'a pas été reconnu dans le train, alors que d'autres ont été reconnus et ont été célébrés. Et il rejoint ses amis et après il les quitte et il se retrouve dans une sorte de funhouse, une mini fête foraine où il y a un serreur de chaussures. En fait, il va petit à petit retrouver finalement le moral et la joie de vivre en chantant avec le serreur de chaussures. Et surtout, ce qui est amusant, c'est que il fait tout le tour de la funhouse en déclenchant les différentes attractions. Donc il y a à la fois l'idée que dès que Fred Astaire se met à danser, on est dans un univers clos, coloré, où il se passe plein de choses. Mais en plus que par son art, il va venir mettre la petite étincelle, le petit shine sur la chaussure, et du coup détraquer et tout transformer un peu en feu d'artifice, quoi. Et moi personnellement, c'est par ce numéro que j'ai découvert Fred Astaire à la télévision, et je m'étais vraiment dit non mais c'est quoi ce truc, quoi, c'est génial. C'est pour ça que j'ai choisi ce numéro pour parler de la période MGM de Fred. Moi, je voulais juste dire quelques mots par rapport à sa collaboration avec Sid Charisse, puisque Sid Charisse, il va faire 2 films avec elle dans les années 50, donc The Bandwagon et un peu plus tard Six Stockings. Et c'est vrai que Sid Charisse, elle apparaît souvent comme une menace pour Astaire, parce que ici, c'est une menace à plusieurs facettes, parce que d'abord, elle est plus jeune, donc elle incarne aussi la menace d'une nouvelle génération qui va potentiellement remplacer Astaire. Menace aussi en termes de registre, parce que elle incarne le registre légitime de la danse classique quand lui n'est qu'un simple danseur de claquettes. Et aussi une menace physique, puisqu'il est terrifié que Sid Charisse, donc Gabrielle dans le film, soit plus grande que lui. Alors, triple menace incarnée par Charisse, et donc une opposition assez systématique entre les deux personnages. Mais ce qui est assez intéressant dans le film, c'est que finalement on s'aperçoit que assez vite leurs différends vont être surmontés, puisque ça sera davantage le personnage du metteur en scène très prétentieux, Cordova, qui va être l'antagoniste d'Astaire dans le film. Astaire incarnant la comédie musicale, le divertissement, et donc Cordova, le théâtre légitime, le théâtre prétentieux. Finalement, avec Charisse, assez tôt, ils vont réussir à s'entendre, puisqu'ils vont avoir le même projet, à savoir que la comédie musicale réussisse, et on va notamment les voir s'entendre à travers un numéro très très beau qui est Dancing in the Dark, donc le numéro premier duo pseudo-romantique. C'est pas un numéro qui mène directement à l'histoire d'amour, parce que très étrangement, cette histoire d'amour dans The Bandwagon, elle intervient qu'à la toute fin du film. C'est à la toute fin du film, littéralement, au dernier plan, que le couple se forme. Mais Dancing in the Dark, ça permet de montrer combien ils vont naturellement s'entendre dans la danse. Cette collaboration dans ce parc désert, en plus voilà, quelque chose de très beau en termes de mise en scène, va avant tout d'abord passer par la danse et permettre aux deux personnages de se réconcilier par la danse. Et ce qui est rigolo aussi, que c'est le projet même du numéro du Yana Diégès, puisque les deux personnages vont chercher à savoir si, en dépit de leurs différences de registre, de taille et de génération, ils arrivent à danser ensemble, et la danse leur montre que oui, ils arrivent à faire spectacle ensemble. Peut-être qu'on peut juste dire que finalement, avec The Bandwagon et l'autre film qu'il avait fait avec Minnelli avant, donc encore avant The People donc Yolanda et le voleur,
C'est les premières fois que Fred Astaire, dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est la première fois que Fred Astaire fait des scènes de ballet. Ouais. Les Dream Ballets. Ouais, voilà, il passe des numéros aux vraies scènes de ballet, donc c'est aussi une sacrée nouveauté. Et Oui, dans Tous en scène, c'est donc le fameux ballet Girl Hunt ouais, Girl Hunt. qui dure un quart d'heure à peu près, hein, donc une scène assez longue, comme c'est souvent le cas dans ces fameux Dream Ballets. Girl Hunt qui est sous la forme un peu d'une sorte de film noir, avec la voix off de Fred Astaire qui raconte cette femme fatale. Enfin, ça aussi, c'est évidemment un numéro très marquant du film. Mais ça illustre quand même sa capacité à se réinventer, quoi, de savoir aller dans un autre style. Et je pense qu'il devait quasiment pas participer à la chorégraphie de ces numéros-là. Donc ça devait être nouveau pour lui aussi. Donc ça, c'était Tous en scène, donc un film très remarqué à l'époque et resté dans l'histoire du cinéma. Bon, évidemment, on va pas être exhaustif, donc on va pas citer absolument tous les films. Peut-être quelques mots sur Funny Face, Drôle de Frimousse, sachant qu'on a déjà fait un épisode dessus, donc vous pouvez vous y référer pour avoir toutes les infos dessus. Mais peut-être Fanny, tu voulais en dire quelques mots? Eh bien justement, juste pour amender peut-être quelque chose qu'on a dit dans ce previous épisode de All That Jazz, c'est que, donc on l'avait dit, hein, c'est un film qui va mettre en exergue les différences de génération entre Audrey Hepburn et Fred Astaire, déjà en termes d'âge, hein, parce qu'elle est beaucoup plus jeune que lui et qui persiste à jouer son intérêt romantique, mais aussi en termes de style, hein, puisque Hepburn est une nouvelle star, incarnation de la modernité, quand Astaire, c'est, on va dire, la tradition du classicisme. Mais on pourrait quand même nuancer quelque chose qui est que, notamment lors de la scène de la danse, la fameuse danse d'Audrey Hepburn dans la cave, en la revoyant à plusieurs reprises, je me suis dit que finalement, bon oui, il y a cette opposition entre les deux registres, il y a cette idée qu'au début, en tout cas, Astaire est assez dépassé par cette nouvelle danse qu'il ne comprend pas. Mais à la fin du numéro, il semblerait quand même, sinon approuver, du moins voilà, admirer hein, le talent de Joe hein, malgré tout. Donc je pense qu'on n'est peut-être pas tant dans une opposition de registre, mais plutôt dans le témoignage du fait qu'Astaire a toujours essayé en tout cas de s'adapter aux nouveautés en les intégrant. Puisque finalement, même si au début il se moque et qu'il comprend pas trop cette nouvelle danse, il va pas jusqu'à la disqualifier ou la rejeter. Et on l'avait dit hein, que le film lui-même d'ailleurs met en valeur cette danse plutôt qu'elle ne s'en moque. La même année, juste après en fait Drôle de Frimousse, Fred Astaire tourne La Belle de Moscou, Silk Stockings, donc 1957. On y a consacré un épisode également. Donc pour savoir tout ce que pense Fanny et Anna sur ce film, allez écouter l'épisode. Mais Jules, tu voulais nous parler de The Ritz Roll and Rock, donc le dernier numéro du film dans lequel Astaire à la fois apparaît dans son costume donc iconique, le chapeau de forme, la queue de pie et la canne, mais aussi il chante la fin d'une ère en quelque sorte, puisque la chanson est dans un style rock'n'roll et annonce du changement à Hollywood. Oui, la chanson a des accents rock, et Astaire imite même un moment le jeu de jambes d'Elvis Presley. On peut donc avoir l'impression qu'il cherche juste à s'adapter à cette nouvelle mode musicale, mais le sens de ce numéro est en fait plus complexe, notamment du fait des paroles de la chanson, qui sont écrites par Cole Porter, puisque dans cette chanson, Astaire déclare que le rock'n'roll est déjà mort et enterré, puis il continue en expliquant que si le rock est déjà devenu démodé parce qu'il était trop insipide, il y a heureusement des gens qui l'ont sauvé, des gens de goût, qui l'ont sauvé en le rendant plus jazz, et qui ont ainsi créé un nouveau style, le rock'n'roll du Ritz. Donc en d'autres termes, Astaire nous dit ici que le rock ne vaut pas le jazz, et que le rock n'a d'intérêt que si des gens de goût, c'est-à-dire des dandys comme lui, s'emparent du rock pour en faire quelque chose de plus original et sophistiqué. Donc c'est un numéro très paradoxal parce que Fred Astaire s'adapte à la nouvelle mode du rock tout en réaffirmant la primauté du jazz. C'est également assez paradoxal au sens où Astaire affirme ici qu'il n'est pas dépassé. Moi aussi je peux faire du rock et mieux que n'importe qui. Mais en même temps c'est un numéro d'adieu. Il est situé à la fin du film et ce film est la dernière grande comédie musicale d'Astaire. Comme dans Putting on the Ritz, lui aussi pensé comme une danse d'adieu, Astaire ressort son costume emblématique et évoque le sommet de sa carrière, à savoir le film Top Hat et son numéro de titre. C'est flagrant dès le début du numéro, où on le voit provoquer des gens de la classe supérieure avec des pas de claquettes bruyants, comme dans la scène introductive de Top Hat. Et en plus, les figurants en question font semblant d'avoir été mitraillés par Astaire, comme dans le numéro titre de Top Hat, où il utilise sa canne comme un fusil puis comme une mitraillette. Bref, ce numéro me semble important parce qu'il est à mon avis typique de la posture qu'adopte Astaire dans toute la dernière partie de sa carrière, notamment dans ses émissions de télé. C'est avoir une posture assez ambivalente puisque à la fois tournée vers le passé, qui fait souvent allusion à sa longue carrière dans ses émissions comme dans ce numéro,
et en même temps en prise avec le présent, dans la mesure où Astaire se montre toujours attentif aux nouvelles modes, notamment au rock, dans ce numéro, comme dans ses émissions télé aussi, dans la dernière Astaire Time, où il danse avec un groupe de rock. Super, donc là on est arrivé à la fin de l'âge d'or hollywoodien. Du coup, quelques mots sur la fin de carrière après l'âge d'or hollywoodien. Il a tourné dans une dernière comédie musicale que personnellement j'ai pas vue, Finian's Rainbow, réalisée par Francis Ford Coppola, étonnant, dont je pense qu'elle n'a pas très bonne réputation. Il a tourné également dans un certain nombre de films non musicaux. Je me souviens à l'époque que j'avais regardé le film catastrophe La Tour Infernale, qui est un excellent film avec Paul Newman et Steve McQueen. Mais je me souviens qu'à l'époque, je l'avais regardé parce que je savais qu'il y avait Fred Astaire dans un second rôle dedans, qui apparaît comme un homme, voilà, évidemment âgé, Un petit vieux. de l'aristocratie, un petit vieux, voilà, de la haute société. Et Tim, tu voulais dire peut-être quelques mots sur ce qu'il a fait à la télévision. Oui, parce qu'à partir de 1959, il me semble, il a commencé à faire une émission pour la NBC qui s'appelait Une soirée avec Fred Astaire, An Evening with Fred Astaire. Et c'est intéressant parce que à la fois c'est sa fin de carrière, etc. Et puis en même temps, on voit qu'il essaye d'inventer quelque chose d'assez neuf. Et surtout, finalement, il arrive au bout de son envie de faire quelque chose un peu en solo, ce qu'il voulait faire pendant toute sa carrière et puis qu'il a jamais vraiment fait, dont il maîtriserait totalement les tenants et les aboutissants. Donc ça forme ce spectacle où en fait c'est lui qui présente et après il y a différents numéros dans lesquels où il est, où il n'est pas, musicaux, dansés, etc. C'est assez important aussi parce que c'est la période où il danse avec une nouvelle partenaire qui s'appelle Barry Chase et avec lesquels il va danser quand même pendant assez longtemps. Et c'est quand même des documents intéressants et dignes d'intérêt. La première de ces émissions, on peut la trouver sur Internet assez facilement. Et Ok. c'est vraiment des objets intéressants. On mettra le lien pour que nos auditeurs auditrices puissent aller voir ça. Effectivement, c'est quelque chose que je connais pas du tout. Et on voulait terminer l'épisode sur, disons, l'influence aujourd'hui de Fred Astaire. Quelle influence il garde, les danseurs qui se sont réclamés de lui, voilà, les hommages qu'il y a eu à lui dans d'autres œuvres, etc. Moi, je pense pas spécialement à des danseurs qui auraient été influencés par lui. Pour moi, je pense que ses héritiers, c'est plus les acteurs producteurs, quoi. Type Tom Cruise qui cherche à se créer une persona, maîtriser leur image et qui accordent de l'importance à dire que ils font eux-mêmes physiquement les choses Mm. qui sont représentées à l'écran. Et d'ailleurs, je crois qu'il avait, c'était pas Fred Astaire pour le coup, je crois que c'était Gene Kelly que Tom Cruise avait cité quand on lui avait dit pourquoi c'est important de faire les cascades. Et il avait dit, est-ce que vous accepteriez que Gene Kelly ce soit vraiment lui qui fasse ces numéros, quoi. Mm. Pas un héritage direct sans doute, mais sur le type d'acteur, quoi. Sur la danse, on sait que Michael Jackson, notamment, s'est énormément référé à Fred Astaire et il a rendu hommage à Astaire dans plusieurs de ses clips, notamment le clip de Smooth Criminal et celui de You Rock My World, si je dis pas de bêtises, qui sont très inspirés du fameux, justement, ballet Girl Hunt de Tous en scène dont on a parlé tout à l'heure. Fanny, tu voulais me parler de la comédie musicale Top Hat. Du coup, quand tu m'as dit ça, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Donc apparemment, le film Top Hat a été adapté sur scène dans les années 2010. Oui, oui, tout à fait. Je l'ai même vu, figure-toi. Oui, c'est vrai, on en a jamais parlé. Ah, ok. J'ai vu ça à Londres. C'est une comédie musicale donc adaptée du film de 1935 qui a ouvert en 2011 à Londres, qui a gagné plusieurs récompenses, notamment l'Olivier Award de la meilleure nouvelle comédie musicale, de la meilleure chorégraphie et des meilleurs costumes. Alors j'avoue, comme souvent dans ces cas-là, j'ai pas un souvenir très précis de la pièce, mais c'est une adaptation assez fidèle du film qui jouait aussi beaucoup évidemment sur la persona d'Astaire et de Rogers. Hein. On était vraiment dans un hommage rendu aux acteurs du film, donc on s'attendait à ceux qui dansent et jouent à la Fred Astaire et Ginger Rogers. Ça avait un petit côté, à mon sens, un peu désuet. Hein. C'est ces fois où je me disais, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'adapter aujourd'hui un film de 1935 en nouvelle comédie musicale? Mais bon, ça avait son charme. Et pour terminer, je voulais mentionner qu'il y a actuellement 2 projets de biopic consacrés à Fred Astaire, donc 2 films différents sur 2 périodes différentes de sa vie, si j'ai bien compris. Je sais qu'il y en a un qui est plutôt sur sa période au théâtre avec sa sœur Adèle et l'autre sur son partenariat avec Ginger Rogers. C'est Tom Holland Et Jamie Bell. Alors Tom Holland, il va jouer la partie avec Adele et Jamie Bell la partie avec C'est ça. Ginger. Enfin,
Je dirais ça par rapport à l'âge des acteurs, mais... C'est marrant parce que je trouve qu'ils se ressemblent tous les deux, Tom Holland et Jamie Bell. Ouais, et Tom Holland et Jamie Bell ont la particularité de tous les deux, évidemment, avoir une formation de danseur extrêmement développée, heureusement, pour jouer Fred Astaire, et tous les deux ont joué Billy Elliot. Jamie Bell était l'interprète de Billy Elliot dans le film, et Tom Holland a joué Billy Elliot sur scène dans l'adaptation en comédie musicale. D'accord. Donc, on n'a pas fini de parler de Fred Astaire. Il reste dans l'inconscient collectif, dans les mémoires, et donc on reparlera de lui forcément dans le futur, notamment dans le Z-Jazz, mais aussi ailleurs. Merci infiniment à Jules et Timothée d'être venus parler avec nous très longuement de la carrière de Fred Astaire. Merci beaucoup, c'était un plaisir en tout cas de en discuter et de faire votre connaissance, Jules et Fanny. De même. De même. Merci beaucoup. Je rappelle le livre donc de Timothée, Fred Astaire, la haute société du spectacle, et le livre de Jules et Fanny, Fred Astaire, le dandy dansant, c'est bien ça ? Tout à fait. Oui. Donc voilà, jetez-vous sur ces deux livres. Venez le 13 décembre écouter Fanny et Jules parler de leurs livres. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt. Salut tout le monde. Au revoir. À bientôt.